Eh bien, il est l'heure, nous allons démarrer. Alors, tout d'abord, je voulais vous souhaiter la bienvenue. Bonjour et bienvenue donc à cet atelier techno qui est intitulé Le point sur les standards audio et les groupes de travail en cours. Alors, c'est vrai que cette année, on teste un peu une nouvelle formule dans cet atelier techno, c'est-à-dire que plutôt que pendant une heure vous parler d'une norme ou d'un standard, on a décidé de vous donner un espèce d'aperçu, de balayage, une vision d'ensemble de ce qui se passe actuellement dans les principaux organismes de standardisation ou les groupes de travail tels que l'AES, le BU, la SMPTE, etc., le MPEG. Alors, parmi les enjeux, on a évidemment l'audio sur IP, le multicanal, le binaural, l'audio orienté objet, et puis peut-être l'évolution des formats audio, des codecs, etc. Alors, pour nous accueillir, pour nous, plutôt nous aider à éclairer sur ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir donc deux intervenants. Donc, à mes côtés, Mathieu Parmentier. Donc, Mathieu est chef de projet R&D donc, chez France Télévisions. Et puis, je vous présente également Christophe Martin. Donc, Christophe, il est responsable pédagogique à l'INA. Voilà. Alors, d'abord, je voulais vous remercier tous les deux d'avoir répondu à mon appel pour cet atelier techno. Et j'aimerais bien qu'on vous applaudisse déjà. Au début. Et puis, donc, je me tourne vers toi, Mathieu. Donc, tu as essayé de faire un petit digest, un petit peu de tout ce qui te préoccupe et qui peut préoccuper donc les professionnels du son, et notamment sur les concepts d'audio orienté objet, c'est bien ça? En fait, j'ai la chance d'être au carrefour dans le cadre des activités broadcast, et notamment autour de l'audio, de travailler évidemment très en relation avec le BU, puisque France Télévisions est impliqué dans cet ensemble européen des broadcasters publics, et également à l'AES, puisque l'AES a essayé pour vraiment disséminer le savoir-faire et également recruter dans la profession de toutes les professions autour des technologies du son, d'avoir des représentants à la fois côté américain, côté asiatique et côté européen. Donc en fait, il se trouve que dans le groupe qui s'occupe notamment de tout ce qui concerne le broadcast au sens large, puisqu'on a élargi il y a déjà 4 ans toutes les technologies de streaming et du web. Donc j'ai la chance de co-présider ce groupe de travail pour la région européenne. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils m'ont demandé cet été en fait, de faire de fouiller dans toute la littérature publiée par l'AES ou par ses membres dans d'autres organismes autour des standards en général, mais pas que. Vous allez voir plusieurs choses. Donc ça va nous permettre de rappeler éventuellement tout ce qui fourmille aujourd'hui dans ces technologies, et puis permettre effectivement à Christophe et à toi, Benoît, de prendre la parole, ou à vous aussi, pour pouvoir aller un peu plus loin si vous avez envie qu'on zoome sur tel ou tel aspect. Sachant que, donc, si j'avance bien vite, aujourd'hui, je propose effectivement de vous faire un point sur ces 3 grandes thématiques, sachant que derrière, on a des sous-thématiques qui sont totalement transverses. Et je pourrais rajouter une que j'ai oubliée, qui concerne notamment tous les standards autour de la qualité d'expérience, et qu'aujourd'hui, on sait que les différentes personnes écoutent maintenant dans des conditions extrêmement variables, encore moins contrôlables qu'elles ne l'étaient avant. Donc moi, j'appartiens effectivement à France TV Innovation Développement. Je travaille donc dans le groupe EBU Media Format, et donc je m'occupe de ce groupe aussi AES concernant donc toutes les technologies broadcast. Je vous parlais d'ambitions de consommation différentes. Ça veut dire que derrière ces moyens de communication, ces moyens d'appréciation et d'expérience du son, on a aussi énormément d'ingénieurs, de secteurs industriels qui maintenant font rentrer le son dans leur stratégie. Donc on savait que pour l'automobile, c'était effectivement important, mais maintenant tout le monde s'y met. Même tous les fabricants de navigateurs Internet ont maintenant des experts audio qui travaillent sur les moteurs de rendu qui sont intégrés dans chacun des navigateurs Internet. Donc on voit que d'abord ça élargit le champ des professions du son. Ça nécessite de plus en plus, au moins, si on ne parle pas de standards, de recommandations pour se mettre d'accord, puisqu'il y a encore quelques années, le nombre de fabricants de consoles, le nombre de fabricants de télévision, le nombre de fabricants de set-top box et de chipsets était quand même un nombre assez calculable. Aujourd'hui, c'est plus possible de savoir par où va passer le son avant d'atteindre l'auditeur. Derrière,
Je fais un petit point aussi sur les technologies au sens large, parce qu'au-delà des moyens de réception, il y a aussi des moyens de production qui sont totalement différents. Enfin, aujourd'hui, produire le son pour la VR, c'est plus aucun outil en commun avec ce que moi j'ai appris il y a 20 ans quand j'ai fait mon BTS audiovisuel. Maintenant, c'est tout ce qui est high order ambisonic et effectivement objet qui rentre en ligne de compte. Donc les technologies sont différentes, les outils sont différents, les modèles économiques aussi. Maintenant, quasiment tous les plugins sont gratuits ou extrêmement peu chers. Donc c'est déjà assez pertinent. Enfin, ça révolutionne beaucoup de choses. Si ça pouvait donner plus d'argent aux créatifs et aux ingé sons, ce serait aussi pas mal. Et puis derrière, je commence une liste, et là, je vous permets tout de suite de s'interrompre, mais de m'interrompre en tout cas pour en discuter. Simplement, le premier. Donc l'idée, c'est que vous notiez rien, que la présentation, vous puissiez la télécharger. Il y a tous les liens vers l'ensemble des publications qui sont là. Je faisais une première slide sur les recommandations ITU. Alors ça ne s'appelle pas standard, ça ne s'appelle pas format, ça s'appelle recommandation. Quel est l'intérêt de l'ITU en matière de recommandation? C'est qu'on est en face d'une acceptation collégiale de tous les pays, c'est-à-dire qu'il y a quand même des droits de veto à l'ITU et des longs process pour mettre tout le monde d'accord. On a un mélange des genres entre des personnes qui représentent des pays et donc des industries au sens large, un peu avec une sorte de casquette de service public. Mais dans le même temps, ces gens, parce qu'ils sont experts, peuvent appartenir au fleuron ça peut être Orange pour les Français, ça peut être Dolby pour les Américains. Donc on sait que quand derrière la voix des États-Unis sur l'appréciation d'une recommandation ITU, en fait, c'est aussi la voix de Dolby qui parle. Et Dolby n'est peut-être pas d'accord avec Apple, qui n'est peut-être pas d'accord avec Qualcomm. Ils ont déjà réglé avant chaque meeting ITU leurs problèmes entre eux. Et après, on vient se mettre d'accord sur une recommandation. Donc, ce n'est pas un standard, mais c'est plus fort en fait qu'un standard aujourd'hui. Parce qu'effectivement, c'est international. Vous avez donc pratiquement tout qui est traduit en français dans les 4 mois qui suivent. Donc également, si vous devez commencer en toute connaissance de cause par des recommandations qui comptent, je vous conseille donc de parcourir ce lien et d'enchaîner derrière sur tous les sujets dont on va parler. Évidemment, il y a des recommandations ITU. Ce n'est pas les premières, en général, elles arrivent après un certain nombre d'années de collaboration autour d'un sujet, mais elles ont vraiment une force que n'ont pas les autres. Alors voilà, ça va ressembler à ça pendant quelques slides. C'est le genre de digest que j'ai rédigé pour l'AES. Donc vous avez ici tous les standards à la mode, c'est-à-dire j'ai pas mis tous ceux qui sont tombés dans l'oubli, on est d'accord, mais qui peuvent vous servir aujourd'hui et en tout cas qui servent dans tous les équipements que vous pouvez utiliser ou dont vous pouvez participer à la fabrication, à la conception. Donc il y a aussi beaucoup de standards qui existent et il ne faut pas forcément réinventer la roue quand on débarque dans une industrie de manière assez fraîche. Donc on va trouver ici en vrac plusieurs standards sur la numérisation, la circulation des flux numériques dans les différents formats, et puis l'arrivée évidemment de l'audio sur IP, des métadatas audio qui sont maintenant extrêmement importantes et qui doivent être désormais extrêmement liées aux échantillons qui correspondent. Et puis tout ce qui concerne aussi le binaural, puisqu'il y a eu des travaux de standardisation sur notamment les fameux filtres de HRTF qui permettent de transformer un son en binaural. Là aussi, il y a un standard pour avoir des filtres génériques, pour s'échanger des filtres entre les systèmes, les moteurs de rendu. Et puis pour permettre aussi à chaque ingé son d'avoir son filtre et potentiellement de l'utiliser dans différentes applications pour reconnaître sa façon d'entendre en audio 3D. Voilà. Est-ce que ça vous inspire quelque chose, ce standard audio? Il y en a, pour ceux qui sont allergiques aux standards, il y a les rapports sur les standards. Un petit peu plus cool, il y en a moins. Là, j'ai divisé donc en tout ce qui concerne la production et la livraison, puisqu'effectivement, le delivery, ça peut effectivement plutôt donc, s'attacher au broadcast et au streaming. On voit en tout cas notamment la prépondérance de plus en plus de la distribution online. Et c'est typiquement la jungle. C'est l'endroit où les standards n'ont jamais vraiment existé et où aujourd'hui on peut sursauter quand on passe d'une plateforme Spotify à une plateforme iTunes ou YouTube. On se rend compte qu'on peut prendre facilement 5 ou 6 dB dans son casque, alors que potentiellement à la radio et à la télévision, on a réglé le problème. Enfin, du moins dans la partie production.
Le loudness, on en parlait à l'instant, c'est effectivement des guides aujourd'hui qui sont uniformément entendus, même si on a nos petites particularités, les Européens et les Asiatiques calculant LUFS, donc ils ont un moins 23 LUFS quand les Américains ont du moins 24 LKFS, mais bon, à la fin, ça fait globalement le même niveau sonore. Aujourd'hui, on a une recommandation pour l'écoute en mobilité qui est autour de moins 16 LUFS. Alors ça fait faire de l'urticaire à beaucoup de gens, dans le sens où il faut pouvoir trouver un moyen de masteriser à moins 23, mais de diffuser à moins 16. Donc qu'est-ce qu'on fait pour les 7 décibels de plus qui vont potentiellement venir écréter le 0 dBFS que l'on n'a pas le droit de dépasser. Donc là, il y a plusieurs stratégies en route. Récemment, on a eu un consensus autour de moins 19. Alors, j'aime bien. Chaque année, il y a des choses qui arrivent et puis qui viennent des US, qui sont notamment drainées par les immenses plateformes de musique en ligne, qui ont toutes compris que casser les oreilles des auditeurs était un vrai frein au déploiement économique de leur plateforme. Donc iTunes, c'est le premier à avoir baissé le niveau à moins 13. Quand Spotify envoyait encore du Rihanna à moins 1, donc c'était un peu violent. Et puis petit à petit, ça se rejoint. Les gens de radio ont compris que les podcasts devaient remonter de moins 23, moins 19, moins 16. Enfin, voilà. Tout ça, c'est... Work in progress, quoi. Work in progress, mais on va dire qu'il y a des étapes qui sont quand même un peu bornées, quoi. On a vraiment... on s'appuie là-dessus, entre un éditeur de programme et un distributeur, une plateforme, on s'entend, et à un moment donné, quand on ne s'entend plus, c'est quand même la recommandation ou le standard qui permet de s'entendre. C'est-à-dire quand tout le monde a... Enfin, Apple ou Spotify ou Deezer peut se sentir au-dessus potentiellement des standards et faire ce qu'ils veulent parce qu'ils ont décidé que sur le plan marketing, ils allaient faire comme ci ou comme ça, mais à un moment donné, c'est quand même le standard ou la recommandation qui aide à tomber d'accord. Voilà. Donc surtout le streaming, une autre flopée. On va retrouver le streaming dans plusieurs aspects, le streaming vis-à-vis du loudness, le streaming vis-à-vis de l'audio immersif. Quelques vidéos qui expliquent aussi comment notamment orienter son mixage pour le streaming. Il faut savoir qu'en streaming, on a quand même des codecs potentiellement bien destructeurs qu'on ne contrôle absolument pas. Alors qu'en télévision, radio, c'est quand même différent. Et puis je pense qu'effectivement, c'est peut-être le moment de faire une pause et de vous demander à vous si aujourd'hui dans les standards que vous utilisez ou qui vous manquent, notamment dans cette transition entre le broadcast et le streaming et l'appréciation de la qualité et de la variété des outils de réception, est-ce qu'aujourd'hui vous référencez à des standards ou au contraire c'est totalement sorti de votre quotidien parce que y a trop de variété, quoi. Ah, c'est vrai que quand on voit cette multitude, on se dit par où on commence et comment on fait pour se former, trier, etc. En tant que responsable pédagogique, Christophe, quel conseil tu donnerais? Est-ce qu'il faut aller suivre une formation? Est-ce qu'on peut se débrouiller par soi-même Oui. Non, tu vois, c'est pas... Je crois qu'il y a... Bonjour à tous. Il y a plusieurs choses dans ce qu'a dit Mathieu. D'une part, pour s'y retrouver dans cette espèce de maelstrom de formats, de recommandations, de formats qui deviennent standards, parce qu'il y en a d'autres aussi qu'on a oubliés, parce qu'ils n'ont jamais pris sur le terrain, pour diverses raisons. Il y a ce qui ressort très bien dans la présentation de Mathieu, c'est l'historique. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, un format en chasse un autre. Alors, on a des effets... ciseaux, parce qu'il y a forcément un moment donné où il y a une interopérabilité, on a deux formats, on va les conserver parce que tous les équipements sont dans un format donné et puis on va passer à un autre progressivement. Donc la mutation ne se fait jamais aussi rapidement que ça. Je voyais un document, la AES-67 de 2018, la présentation de l'AES-67 pour le transport audio sur IP, c'était l'AES de New York de 2013. Donc fin 2013, octobre je crois. Donc on voit qu'entre le temps de la présentation du premier document
de travail à destination de tous les industriels, les éditeurs, enfin tous ceux qui veulent s'emparer d'une future norme potentielle. Et puis le moment où elle est parfaitement intégrée, ce qu'on voit aujourd'hui avec le SMPTE 2110 sur l'AES 67, qui fait partie intégrante de SMPTE 2110, il s'est quand même passé 6-7 ans. Et 6-7 ans à l'échelle de format, de standards, de production, parce que derrière, il y a quand même toutes les entreprises de télévision, dont France TV, qui travaillent au quotidien. Donc tout ça est poussé par une industrie, l'industrie média au sens large. Ça aide quand même à y voir plus clair. Donc si rapidement, sur les histoires de MPEG, le MP3 date de 92. Donc c'est pas récent non plus. Mais dans son évolution, les brevets sont tombés cette année, fin 2018, début 2019. Donc Fraunhofer a annoncé qu'il ne développerait plus. Ils ont rendu le codec public, libre de droit, sur la partie MP3. Donc quand on dit MP3, il ne faut pas voir ça dans le MP3, c'est pas tout le MPEG, heureusement. Mais cette version initiale peu intéressante, en fait, qui a posé plein de problèmes, puisqu'il y a toute une génération de personnes qui ont écouté ça sur des baladeurs et qui ont perdu en qualité d'audition. On peut le mesurer sur 10 ans. Il y a des études universitaires qui sont parues sur ce sujet, auxquelles j'ai eu l'occasion de collaborer. Et donc aujourd'hui, quand on regarde les formats, on se dit qu'il y a eu le HEAAC, ce que vous avez sur la plateforme iTunes, dont Mathieu a parlé. Et aujourd'hui, on est au X HEAAC pour Extend, et qui peut permettre d'aller jusqu'à 500 kbps. Donc on voit que ces formats en fait naissants peuvent nous accompagner, peuvent évoluer eux-mêmes. Donc pour s'y retrouver, je dirais que c'est pas si compliqué que ça. Et puis après, il y a des formats qui sont arrêtés parce que l'usage veut que, ou la norme veut que. Je pense au MPEG-H, par exemple. Donc il y a des normes comme ça qui sortent. À un moment donné, on se dit, OK, très bien. Je vois pour la diffusion sur mon iPhone, mon smartphone, et ainsi de suite. À un moment donné, je serai sur du Xtend, en fait, à HEAC. Et puis, par contre, sur des formats associés à la vidéo, capables d'embarquer un système multicanal et ainsi de suite, là, on va être sur d'autres types de normes. Donc, déjà, en fonction du secteur, on arrive à voir ce qu'on doit utiliser ou pas utiliser. En ce qui concerne une appréciation personnelle, mais enfin c'est un constat aussi technique, l'audio souffre d'un problème, c'est que c'est la seule entité dans notre perception qui a été en évoluant. À partir du gramophone, on passe par du vinyle, on passe par de la cassette audio, le CD. On a fait du multicanal, on est monté sur des hautes résolutions. On est passé de 16 bits à 24 bits, de 44 ou 48 kHz plutôt pour l'image à 96 kHz en format de production, jusqu'à 192 kHz. Mais dans le même temps, les formats d'écoute étaient au MP3, au milieu des années 2000. Donc il y avait une espèce de paradoxe total entre la qualité de production avec des formats haute résolution et de l'autre côté, un format de diffusion à peu près le plus mauvais qu'on ait eu dans l'histoire du son. Donc c'est le seul domaine où ça a régressé. Et aujourd'hui, j'aimerais bien avoir l'avis de Mathieu là-dessus, j'en profite qu'il soit là. Et ce qui m'intéresse, c'est que l'image va en qualité, en augmentation, je veux dire en amélioration de sa qualité. L'image de diffusion pour nous, les usagers, les utilisateurs à la maison, sur notre téléviseur. Et donc à un moment donné, notre cerveau a du mal à calculer une image de très très bonne qualité et un son pas bon. C'est un problème d'ajustement en fait de notre cerveau dans notre perception. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de sortir de l'ornière et le son commence à reprendre, on va dire, force et vigueur. Et c'est à ce moment-là que, effectivement, tiré par l'image, pour une fois, le son va commencer effectivement à reprendre en fait sa place, et une place de qualité. Mais j'aimerais bien avoir l'avis de Mathieu sur ce sujet. Je pense que le problème de la qualité du son reproduit et notamment, se heurte assez vite à la plasticité cérébrale dont on bénéficie tous. En gros, un son pourri, on s'en arrange. Et c'est parce qu'on est potentiellement crevé ou malentendant à l'issue de 4 ou 5 ans de baladeur en mousse dans les années 80, là, qu'on se dit... je dis ça parce qu'effectivement, ma femme, elle a connu les casques en mousse des années 80 et je peux t'assurer qu'entre 2,5 kg et 4,5 kg, il n'y a plus grand-chose qui y passe. Et donc ça, c'est assez dramatique parce qu'en fait, on s'en arrange et puis on se réveille, il est soit trop tard pour le côté malentendant, soit on est juste crevé, quoi. Il y a beaucoup moins de plaisir.
Et ce qui m'a pas mal interpellé, c'est qu'on a travaillé beaucoup dans les années 2010 sur la 3D stéréoscopique en vidéo, dont on sait que l'un des arguments majeurs de son absence de décollage, alors que c'était peut-être le troisième décollage de la 3D stéréoscopique, qui est peut-être le plus gros et le plus fort et le plus accompagné, c'était clairement les questions de santé. Et moi-même qui ai fait 2 ans de post-production en 3D stéréoscopique, je ne pouvais plus regarder une image 3D, j'avais mal à la tête en 5 minutes. Enfin, c'était bon, parce que je faisais des mauvaises images 3D stéréoscopiques aussi, mais parce qu'effectivement, quand on les règle et quand on converge, au début elles ne le sont pas, et potentiellement l'écart entre mes yeux et pas l'écart moyen de 6 cm et demi que tout le monde est censé avoir, et que l'inconfort est là, quoi. Et donc toutes les études effectivement médicales ont mis un peu de temps à sortir. Il a fallu 2-3 ans pour qu'on sache que c'était l'une des raisons principales pour lesquelles ça ne prendrait pas. Mais pour le son, oui, voilà, c'est un peu des études a posteriori. Ah bah oui, c'était mauvais, vous êtes bien fait massacrer les cils vibratoires. Donc voilà, le souci c'est ça, c'est que le cerveau s'en arrange. Pour la vidéo, ça emmène au mal de crâne, et puis pour l'audio, malheureusement, on fait avec. Donc, cependant, on a aussi pendant 20 ans, pour des raisons hyper pratiques, utilisé quasiment une seule méthode de qualité d'expérience, de qualité globale pour l'audio, qui est la méthode Mushra, qui consiste à écouter donc, un échantillon A, un échantillon B, un échantillon de référence dont on sait qu'il est très très bon. Il faut qu'on retrouve cet échantillon de référence caché au milieu des autres candidats, et puis on a toujours un échantillon de basse qualité qui nous aide à bien dilater l'échelle de qualité qu'on fait. Sauf que ça permet pas de discriminer autre chose que la transparence, quoi. Je sais que éventuellement mon échantillon A, B, C, D est potentiellement un peu moins transparent que l'échantillon de référence. Mais quand on s'adresse à la qualité, c'est tellement subjectif, et aujourd'hui, grâce au son immersif, on sait qu'effectivement un son de qualité, c'est une fidélité du timbre, mais c'est aussi une fidélité de la location, de la sensation, de la localisation, de la sensation d'immersion, et puis de la dynamique, et du rôle prépondérant de la dynamique dans cette appréciation. Et on s'est rendu compte qu'on n'était pas fichu, pour un contenu donné, d'avoir une échelle particulière d'appréciation de la qualité. Cette appréciation va dépendre complètement du contenu. Donc ça a rendu fou les gens qui sont responsables des tests de qualité, parce qu'effectivement, il faut quasiment pour chaque test, pour valider un nouvel outil, une nouvelle enceinte connectée, il faut quasiment créer le test qui va nous permettre de la juger bonne pour le grand public ou pas bonne, quoi. Et ça, aujourd'hui, c'est un monde très vaste. J'ai même pas mis en fait de slides sur toutes les méthodes d'appréciation de la qualité qui existent. Mais ce qui est certain, c'est que il n'y a pas. Ça, c'est un vrai gros vide de méthode standard. Si je peux rebondir sur ce que dit Mathieu, ce qu'il faut vraiment, alors c'est l'expression pas perdre de vue, mais bon, comme on parle des oreilles, ça va pas fonctionner, donc je vais recommencer. Ce qu'il faut surtout, c'est bien comprendre, et vous le savez déjà, je pense une grande partie d'entre vous, c'est que le principe MPEG est une norme de compression destructive. Souvent, dans l'audiovisuel, c'est quelque chose qui était un peu mis de côté, parce que sur la partie image, sur une compression, sur un théorème de Huffman, on n'a pas cette problématique-là. Donc on peut à peu près, on va dire à peu près, hein, les spécialistes diront que non, ils ont raison, mais dans la perception que nous on va avoir en tant que spectateur devant une image, enfin un produit audiovisuel, l'image peut paraître effectivement sans perte. Le son, par contre, c'est vraiment destructif. Et Mushram, qui a été cité par Mathieu, c'est un des scientifiques qui est venu dès le début chez Fraunhofer Institute pour porter justement ces tests de perception psychoacoustique. L'idée étant que tout ce qui ne va pas être prioritaire pour notre perception auditive peut être éventuellement viré. Il y a aussi ce qu'on appelle les fréquences de masquage, ainsi de suite. On ne va pas rentrer dans le détail ici, on n'a pas le temps, mais l'idée, c'est quand même qu'on est face à une perception psychoacoustique et de l'autre côté, de toute façon, destructive. Donc on a, encore une fois, aussi une opposition entre les formats de production qui sont éminemment pas destructifs et qui seraient plutôt basés sur des hautes résolutions. Pour vous donner un exemple, Alina, que vous connaissez aussi surtout, je pense, j'imagine, par les archives.
audiovisuel qu'on a, longtemps, le son a été numérisé en 16 bits 48 kHz. Et puis un jour, on a poussé derrière en disant arrêtez, c'est n'importe quoi. C'est passé en 24-48. Et puis maintenant, on s'est battu pour que sur certaines archives où le son a vraiment de l'importance, on est en 24-96. Donc c'est-à-dire que là, la numérisation est vraiment haute résolution. Mais ça, c'est le format, je dirais, quasiment de production dans cette numérisation et cet archivage. Et de l'autre côté, le format, lui, de diffusion est de toute façon destructif. Donc on est toujours confronté à cette problématique-là. Et à part, évidemment, vous pouvez utiliser FLAC, qui est de la compression sans perte. Et puis simplement, ce qui se passe dans l'amélioration entre le casque en mousse et la femme de Mathieu. J'ai connu ça aussi. Je suis pas très jeune, donc j'ai bien connu le début des années 80 avec le début des Walkman. L'idée, c'est que quand même, on s'améliore. C'est-à-dire que le HEAC, déjà, pourquoi les gens ont dit que iTunes, c'était pas mal? C'est parce que par rapport aux autres plateformes, le son proposait quand même une meilleure qualité. Ça reste de la compression avec perte, mais c'est quand même plus intéressant. En termes de débit, de streaming, donc de ce qu'on écoute, ça va. Mais on est encore, de toute façon, quoi qu'il en soit, on est encore moins que ce que faisait le CD de l'époque des années 80. C'est-à-dire qu'on a perdu un format au passage, avec le principe de la dématérialisation en fait, du support, mais d'un autre côté, on a perdu aussi en qualité. Et puis, juste une anecdote, mais c'est pour que vous le sachiez quand même, c'est quand vous écoutez des titres sur iTunes, parce que vous dites, tiens, je vais écouter tel artiste, alors il y a des extraits, vous savez, qui ne durent qu'une minute. C'est pas le même débit que ce que vous allez acheter. Donc c'est-à-dire que si vous trouvez que le son est pas terrible, c'est pas pour autant que le produit est pas terrible ou mal enregistré ou mal mixé. C'est juste que le débit qu'on vous offre juste pour cette lecture-là, vu qu'il y a des millions et des millions de personnes qui se connectent à l'instant T et potentiellement qui peuvent écouter le même titre, et ben à ce moment-là, vous avez une pré-écoute qui n'est pas du tout la réalité de ce que vous allez sans doute acheter et télécharger. Donc il faut le savoir aussi. Donc ce qui fait que dans les formats de diffusion, on est souvent piégé aussi par ça. Donc là, à ce stade de l'atelier, donc on a une vision, je dirais, très, très générale sur un ensemble de groupes de travail. On voit un petit peu la tendance des formats et des codecs audio, où d'après ce que j'entends, on est plutôt sur le mieux en termes de qualité, de rendu, etc. Le moins pire, d'accord. Qu'est-ce qui nous reste alors oui, c'est ça. La question, c'est qu'est-ce qui s'est passé d'après vous dans ces groupes de travail qu'on a cités? Qu'est-ce qui s'est passé de notable, de plus important ces dernières années? Alors, est-ce que peut-être il faut reparler un petit peu de l'audio orienté objet, de la synchro entre l'audio et la vidéo dans le cadre de systèmes d'audio sur IP, et après aussi reste la question de comment l'audio sera diffusé accompagné de l'image. Je pense que c'est un petit peu les thématiques qui me paraissent importantes. C'était le zoom historique, mais parce que les standards sont aussi effectivement appartiennent assez rapidement à l'histoire. Il faut à peu près 2 ans pour fonder un standard. Donc réunir le groupe de travail, travailler effectivement en général à une réunion tous les 15 jours. Et au bout de 2 ans, on aboutit à un consensus qui est validé, et c'est ce que je vous montre ici. Alors effectivement, là, je vous offre une liste sur les standards de l'audio orienté objet. À chaque conférence de l'AES, vous avez également des tracks de conférences qui sont entièrement résumés après sur le site. Et effectivement, il y a tout ce qui est audio over IP, donc la production audio IP. Là, j'ai repris notamment la slide de ma collègue Claire qui a fait participer à la conférence que tu animais hier. Oui, on a une conjonction, c'est-à-dire que dans les révolutions qu'ont vécu les technologies audio, il y a eu la numérisation dans les années 90. Et puis ensuite, on a eu le loudness qui a été quand même assez énorme dans les années 2010-2012 en télé, et puis un peu plus tard ailleurs. Et là, aujourd'hui, c'est le raz-de-marée. On a la révolution de l'audio sur IP, parce que ça change quand même l'intégralité de la manière dont on conduisait les échantillons sonores. On a une nouvelle génération de codecs, parce qu'effectivement, on ne s'arrête jamais à ce niveau-là, et c'est ce que Christophe soulignait.
faut savoir qu'en vidéo, à chaque génération de codec, on double le taux de compression. C'est-à-dire qu'on est à 800 pour 1 aujourd'hui en HEVC sur de l'Ultra HD. En audio, il ne faut pas oublier qu'on est autour de 40 pour 1 maximum, quoi. Et quand on arrive à 45 ou à 50 avec un nouveau codec, on est hyper content. Donc effectivement, c'est destructif et ça n'a rien à voir en matière de complexité. C'est très très compliqué de compresser le son. Tu parlais de la relation entre l'audio et la vidéo. Alors là, dans le monde IP, on essaye de le faire. Enfin, c'était tout le sens notamment de la conférence audio sur IP hier, parce que rendre l'audio soluble dans la vidéo, en IP, faire passer les métadonnées de tout ce monde-là, c'est un vrai challenge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne l'ai pas noté dans cette présentation, mais il y a un format de métadonnées que l'on va pouvoir streamer dans l'IP en respectant toutes les préconisations de la AES67 et de la SMPTE 2110. Le projet n'est pas encore un standard. On est dans ces fameux 2 années d'écriture du standard. Donc le projet s'appelle X242 pour le moment. On verra le numéro de standard qui lui sera attribué à l'AES à la fin. Mais typiquement, c'est un standard coécrit par l'AES et la SMPTE, d'après ce que j'ai appris le mois dernier. Parce que finalement, pour transporter les métadonnées, le son, on avait besoin. Aujourd'hui, on a des métadonnées audio dans le monde de la sonorisation, évidemment dans le monde du cinéma, avec tout l'audio orienté objet, les Dolby Atmos, Euro 3D et compagnie, des TSX. Et puis on en a également dans le monde du home cinéma, avec les mêmes formats, mais cette fois-ci déclinés pour les Blu-ray. Et bientôt en télévision, tout le monde l'espère, et en tout cas moi particulièrement, parce que je travaille dessus, sur le son qui accompagnera l'UHD. Et en fait, la vidéo, au même moment, se dit « Ah mais nous aussi, on fait de la vidéo sur IP ». Ils sont un peu derrière, hein, la vidéo, ils sont 2-3 ans derrière l'audio sur IP. Et ils défrichent aussi comme nous, mais bénéficient quand même de ce qu'on a réalisé. Et là, ils se sont dit « Ah mais nous aussi, on a plein de métadonnées qui sont cachées dans nos lignes vidéo ». Le timecode, le sous-titre, les aspect ratios, enfin tout un tas d'infos. Et donc, ça serait super qu'on utilise la même norme en fait que l'audio pour se faire circuler ça dans des trames IP. Donc voilà ce fameux projet X242. Donc j'aimerais être capable de parler l'année prochaine comme d'un standard échu. Et puis, ce que je voulais surtout vous dire à propos d'audio orienté objet, et là je vais enchaîner toutes mes dernières slides, c'est comment aujourd'hui on construit un standard audio et comment je trouve, on a complètement modernisé et retourné la façon dont on fonctionnait. C'est-à-dire qu'il y a encore 10 ans, quand j'ai commencé mes travaux à l'UER, quand France Télévisions m'a poussé à l'UER pour me dire « Ah voilà, il faut que tu surveilles tel ou tel, notamment l'arrivée du loudness », on était entre ingénieurs, on faisait des tests pratiques, on faisait des rapports, on s'entrecorrigeait nos impressions, et puis après on commençait à rédiger. La rédaction durait un certain temps. Une fois qu'on était tombé d'accord sur toutes les virgules, on publiait une recommandation EBU, après on partait à l'ITU, et là on commençait à la défendre. Alors, il y a les pays étrangers qui n'étaient pas toujours d'accord, alors on prenait le temps, et puis 1 an, 2 ans plus tard, la recommandation ITU arrivait. Et là l'AES disait « Ah bah c'est super, vous avez fait tout le travail, nous on va faire un standard avec ça ». Donc ils recopiaient, ils mettaient AES à la place, et puis ils publiaient un standard. Mais bon, ça faisait marcher tout le monde était d'accord. C'était quand même relativement long, pénible. Et puis, s'il y avait un biais, mais quel qu'il soit dans l'étude de départ, je ne vous raconte pas le temps, on l'a traîné, et à la fin, il est standardisé, il est écrit partout. Et quand il faut le corriger, ce biais, tout le monde a un peu les bras ballants en disant « Attends, on vient de sortir de 3 ans, 4 ans d'études, suivant les personnes qui avaient suivi le sujet, et c'était décourageant. » Donc bon, il n'empêche qu'il y a quand même des versions 1, 2, 3, 4. Aujourd'hui, pour le loudness, on a la version 4 de l'ITU. Donc ça se fait, ça arrive, mais c'est décourageant. On a décidé de fonctionner autrement désormais, parce que l'IP est là, parce que les technologies de développement purement informatiques, les méthodes agiles, tout ça, font qu'aujourd'hui, penser un standard, étudier, rédiger, diffuser, c'est plus possible. Aujourd'hui, dans le web, le W3C qui régit les standards du World Wide Web, ça délivre en permanence, c'est extrêmement agile et il faut qu'on puisse suivre ça. Donc sur l'audio orienté objet, on va avoir le principe, je ne sais pas si vous êtes tous à l'aise avec le principe de l'audio orienté objet, mais c'est se dire, au lieu de mixer l'intégralité de mes éléments, je vais les envoyer sous forme d'éléments séparés dans mon master, mais associés à des métadonnées, c'est la petite flèche orange, qui va proposer un moteur de rendu qui est dans le récepteur du téléspectateur, ou de l'auditeur radio, ou de l'écouteur smartphone, ou de la plateforme de streaming, de faire le rendu. Et donc, le rendu va pouvoir, en fonction des métadonnées qui sont rédigées et contrôlées par l'ingénieur du son,
être différent suivant que je me trouve sur une barre de son, un home cinéma, des haut-parleurs pourris de télé à écran plat ou un casque superbe qui est branché sur mon iPhone. Oups, j'ai cité une marque, j'aurais pas dû. Bref, côté EBU, donc l'EBU c'est principalement donc la BBC, la RAI en Italie, les Allemands et nous-mêmes les Français avec Radio France et France Média Monde. On a donc sorti des premières recommandations stratégiques sur comment on voudrait que l'audio orienté objet existe dans nos environnements de production radio, télévision et même sonorisation, puisque la Radio France travaille beaucoup notamment sur des événements qui ne sont pas que à la radio, ils sont aussi diffusés en concert. Et donc au-delà de tout ça, au-delà de ces papiers un peu stratégiques, on s'est dit voilà, on va s'attacher à 2 cas d'usage principaux, en attendant que tout le monde ait le moteur de rendu dans son récepteur. Et là, on sait que ça va prendre du temps, puisqu'il faut qu'on utilise des technologies du marché, de chez Dolby, de chez Fraunhofer ou autres. Nous, on peut tout à fait stocker un master en audio orienté objet. Et c'est ce que fait Radio France, et ce qu'on a commencé aussi à faire à France Télévisions. On stocke ce master dans ce format-là, et via un moteur de rendu qui est chez nous, on peut potentiellement directement générer les versions stéréo, 5.1, binaural ou jouer ce master multicanal en concert. Oui. Alors le binaural, c'est la capacité de percevoir le son en 3 dimensions, mais simplement avec nos 2 oreilles. Donc le principe, c'est qu'effectivement, on matrice le son en apportant des déformations temporelles et spectrales qui vont donner l'illusion au cerveau qu'il est en train d'écouter en 3 dimensions. Le 5.1, il est fait pour être rendu sur des haut-parleurs avec des positions précises. Et déjà, on met au défi tout le monde de mettre ses haut-parleurs au bon endroit chez eux, mais potentiellement, c'est ça. Donc après, on a des outils dans les home cinéma, dans les systèmes un minimum intelligents, qui peut-être avec un micro de mesure disent « Ah ouais, en fait, le micro du 5.1, enfin, les haut-parleurs ne sont pas bien positionnés. Je vais légèrement retoucher le son pour que ça corresponde à ce que l'ingé son d'origine voulait. » Au-delà du 5.1, effectivement, on a les 9.1, les 11.12 et les Atmos et compagnie, où là, on a effectivement des formats qui sont toujours dans le principe « mettez vos haut-parleurs au bon endroit ». Le binaural, on récupère toutes ces sources-là et simplement on les virtualise pour une écoute au casque uniquement. Voilà. Donc aujourd'hui, si vous allez sur le site Hyper Radio de Radio France, vous avez beaucoup de contenus qui sont disponibles en stéréo, en 5.1 et en binaural. Je dois ajouter aussi que sur le stand tapage, j'ai vu en collaboration avec RFI, vous pouvez voir différentes manières de capter. Enfin là, c'est du son 3D, mais notamment il y a la partie captation. On peut faire ce qu'on appelle le binaural natif, avec une tête artificielle, avec aussi 2 micros enfoncés dans les oreilles ou ce genre de choses. Donc, et d'autres systèmes. Donc à voir, c'est vrai qu'en ce moment sur le Satis, déjà depuis quelques années, ce sont des techniques qui sont largement et le binaural, discutées. C'est le pendant de la réalité virtuelle en vidéo. Donc aujourd'hui, c'est très compliqué de faire une vidéo VR avec un son mono, quoi. Enfin, on a très vite Christophe. envie de binaural. C'est moi Cool. Super. Non, c'était juste une petite précision. WFS, c'était pour Wave Synthesis, en fait. C'est ça. Oui. C'est marrant parce que c'est un système qui pourrait se rapprocher d'une certaine façon de la perception du binaural au casque. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de stéréophonie, il n'y a pas de multicanal, il y a un ensemble de haut-parleurs, d'ailleurs des haut-parleurs plutôt pas très grands, assez plats. Et en fait, il y a une projection du signal dans un volume, donc dans un espace 3 dimensions en fait. Et c'est le public donc perçoit quelque chose qui se déplace en fait, peut entendre quelque chose derrière lui alors que les haut-parleurs sont devant. Mais ça c'est une question de projection. L'IRCAM, où j'ai travaillé à une époque, a beaucoup travaillé là-dessus, justement. Il y a tout un labo là-dessus. Yamaha, en constructeur, s'est emparé aussi d'une partie de cette technologie-là. Et c'est ce que vous pouvez retrouver même des fois, bizarrement, dans certaines barres. Mathieu citait des barres tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez une seule barre d'écoute devant votre téléviseur, avec un ensemble de haut-parleurs. En fait, c'est derrière un procédé WFS, en fait, qui permet justement d'une projection dans l'espace. C'est ça. Et Radio France fait des concerts en WFS, effectivement, dans leurs différents studios. Là, ils ont équipé le 104 en ce moment, le studio 104. Ils font notamment les cinémas pour les oreilles et puis des concerts. Là, il y a eu un concert électro qui a eu lieu il y a
quelques jours aussi en utilisant ces systèmes. Le top du top, ce qu'on voudrait faire notamment avec l'ultra haute définition, c'est avoir donc notre encodeur Next Generation Audio. Donc là, ça veut dire que j'envoie vraiment tous mes éléments séparés et mes métadonnées. Et on est bien d'accord, c'est au niveau des récepteurs que l'on obligerait, dans le cadre des récepteurs Ultra HD, si vous avez une télévision Ultra HD, on obligerait les constructeurs à implémenter un moteur de rendu Next Generation Audio, donc, ou Object Based Audio, c'est les deux mots-clés. En fait, on n'a pas trouvé le terme sexy encore, donc on n'arrête pas d'utiliser l'un et l'autre. Et donc, ce format OBA, on peut considérer que c'est un peu un format pivot chez vous? C'est totalement pivot, et alors j'y viens, parce que nous, ce qui nous a intéressé à l'UER, à l'Union Européenne de Radio-Télé, donc l'autre nom de l'EBU, on aime bien avoir deux noms pour tout, c'est d'avoir effectivement la possibilité de stocker ce format master de façon ouverte, gratuite, voilà, et simple. Je reviens rapidement sur quelques cas d'usage. Pourquoi on a commencé à développer l'audio orienté objet, notamment c'est pour on va dire, enrichir les diffusions. Alors là, on voit un cas sportif qui est plutôt utilisé en Grande-Bretagne, où ils aiment bien avoir des commentaires partisans. Donc effectivement, l'idée d'avoir deux commentaires pour un match de foot, c'est d'avoir effectivement l'équipe qui reçoit et l'équipe qui se déplace au choix du téléspectateur. On va retrouver pour tout ce qui est spectacle vivant, opéra, etc., la possibilité d'offrir aux téléspectateurs ou simplement aux récepteurs de modifier la balance entre le son d'ambiance et tout ce qui est dialogue, ou là en l'occurrence le son de la scène, parce qu'on sait que des gens qui ont des installations magnifiques mais qui sont malheureusement dans des salons avec des belles baies vitrées, du carrelage, et ben en fait ils n'ont tout simplement pas la balance souhaitée par l'ingénieur du son chez eux, parce que le taux de réverbération de leur environnement ne leur permet pas de reconnaître ce qui a été créé. Donc là, ça fait partie des solutions de l'audio orienté objet que d'automatiquement proposer un ajustement de ces niveaux. On va retrouver d'autres mécaniques pour tout ce qui est fiction, notamment la possibilité de rajouter à la demande les commentaires d'audio-description. Aujourd'hui, pour l'audio-description, on fait une version stéréo spécifique pour les personnes malvoyantes. Demain, grâce à l'audio-description en tant que commentaire unique, la personne malvoyante peut décider de mettre le commentaire à l'arrière, d'écouter, de profiter du son multicanal, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Aujourd'hui, les malvoyants, ils n'ont que la version stéréo pour eux. Évidemment, de changer de langue, enfin, ça on connaît les solutions, mais le tout avec une vraie rationalisation du nombre de flux diffusés en fait, et un vrai contrôle de l'ingénieur du son sur l'intégralité des presets qu'il offre en fait à l'utilisateur final, et la possibilité de valider ces presets dans différents types d'environnements. Justement, je suis au casque, donc je peux faire une version binaurale. J'instruis dans les métadonnées si je souhaite une version particulière du binaural de mon contenu. Donc ça laisse toujours la main à l'ingé son, ce qui plaît énormément, puisqu'on est quand même dans un contrôle de l'intention artistique. Et de l'autre côté, ça laisse aussi la main au récepteur pour adapter aux conditions d'écoute. Comment ça se passe aujourd'hui, et c'est pour ça que je vous parle de ces standards autour de l'audio orienté objet et la manière dont on fonctionne. Donc évidemment, au niveau de l'UR, on a réuni tous ceux qui sont experts audio et qui voulaient bien participer. Et l'idée, c'était de se dire, aujourd'hui, on produit comme ça. En général, dans toutes les chaînes de télévision, toutes les boîtes de prod, on produit un stéréo et un 5.1. On décline rarement le stéréo de la 5.1. Enfin, on n'est jamais toujours super satisfait du downmix. On mesure le loudness des deux. On a un monitoring classique, voilà, et puis on livre. J'ai plus de jus. C'est pas grave. Je parle fort, mais ça vous aide. Ah, et batterie. Hein. Bon. C'est enregistré, ça? Oui. Ah. Je prends ça. Et donc, effectivement, les seules métadonnées qu'on utilise de façon classique, c'est effectivement le timecode aujourd'hui. Donc, derrière, ce qu'on propose avec l'audio orienté objet, je vous l'ai fait brève, c'est de stocker comme métadonnées les positions des faders, le panoramique. Alors maintenant, en plus, on a des panoramiques dans les 3 dimensions. Évidemment, toutes les composantes des différents stems, hein, en langage de mixage, un stem, c'est un sous-groupe. On va faire un sous-groupe dialogue, un sous-groupe musique, un sous-groupe effet. On crée des programmes qui sont des presets qu'on va proposer à l'utilisateur. Donc là, j'ai proposé 3 programmes. Un où on va écouter la musique, les ambiances et les effets, plus le dialogue vert. Donc c'est la première langue. Le deuxième programme, c'est avec les dialogues jaunes, la deuxième langue. Et puis le troisième programme, c'est les dialogues verts et le commentaire de description. Donc jusqu'ici, on voit bien qu'on rationalise la diffusion, puisqu'on n'envoie qu'une seule fois les éléments et les recombinaisons se font dans le récepteur.
Et le tout, on l'envoie dans un moteur de rendu qui permet à l'ingé son de se mettre à la place de l'auditeur final, de gérer aussi toutes ces mesures de loudness parallèles de toutes les versions possibles que l'utilisateur pourra sélectionner et d'aboutir à la génération de son master. Derrière, on a donc fait un premier standard qui va définir la manière dont on fait le rendu et la manière, vous oubliez ce que je viens de dire, la manière dont on écrit les métadonnées. Voilà, c'était le premier standard qu'on a sorti. Pourquoi c'était important de le faire? C'était parce qu'à cette époque-là, DTS et Dolby se battaient pour que leur système privé devienne le standard de référence. Donc c'était DTS MDA, Multidimensional Audio, versus Dolby Atmos. Sauf qu'ils ne voulaient absolument pas qu'on ouvre le standard. C'était vous prenez le nôtre et vous achetez notre matériel. Donc nous, on a contré avec cet Audio Definition Model et on a donc rédigé l'intégralité de ce standard et on l'a ouvert. Et quand on est arrivé à l'ITU, l'ensemble des pays étaient réunis. On dit, ah bah oui, forcément, on a un format gratuit et documenté versus 2 formats privés et non documentés. Donc on va n'en standardiser qu'un et ce sera celui-ci. Première victoire, mais pour autant, il a fallu effectivement se dire, maintenant que j'ai mon schéma de métadonnées, quand j'applique les différentes métadonnées pour écouter le résultat, il ne s'agit pas que chacun fasse un moteur de rendu différent, parce que sinon, je ne pourrais pas avoir un master de référence. Donc, il a fallu standardiser le moteur de rendu. Évidemment, le moteur de rendu sur le marché, il y avait celui de DTS et celui de Dolby. Donc, il fallait s'assurer qu'on était au moins aussi bon. Donc, on a fait ce travail-là, les fameuses études perceptives, où on a comparé bien plus que la transparence, mais vraiment si les sons étaient bien au même endroit dans les 2 moteurs de rendu, ou les 3 moteurs de rendu, on a testé plusieurs. Si le respect du timbre était bien le même, si les déplacements avaient bien la même fluidité dans l'espace. Et puis à la fin de ces études, on a donc conclu que ce moteur de rendu de référence, qui lui aussi est gratuit, alors là c'est peut-être le seul nom sexy qu'on a trouvé, il s'appelle IA, EBU ADM Renderer, voilà, et qui effectivement a été donc publié. Donc les 2 sont open source. Et je vous propose d'aller d'ailleurs sur ce site adm.ebu.io parce que là aussi, je passe tout ça. Hop, si je vous le passe ou pas? Je vous le passe, voilà. On a un site web où on explique, plutôt que de lire un standard imbitable, parce que tous les autres que je vous ai mis en lien, c'est des jolis standards avec des papiers en tête, etc. Mais là, on a un site web entièrement dynamique où on circule, où on se fait expliquer, où il y a des exemples, il y a même de l'audio qu'on peut télécharger. Enfin, on est vraiment dans une nouvelle façon de faire des standards. Franchement, ça change énormément. Et on explique effectivement comment les métadonnées sont rentrées. Puisque vous rentrez dans des outils, des champs. Voilà, mon programme, je vais l'appeler version sans commentaire ou version française. Et bien, vous savez ici à quel endroit, dans quelle boîte, ça va venir s'écrire derrière. Et quelque part, ça peut vous rendre plus savant le jour où il y a un petit problème sur un récepteur qui ne fait pas ce qui était prévu. On peut dire au fabricant du récepteur, vous avez peut-être un problème sur l'interprétation du standard. Donc voilà, on a fait ce site web pour l'expliciter. Derrière, effectivement, vous aurez ça dans la présentation, mais c'est la façon dont on hiérarchise les métadonnées dans le système. Après, donc, je vous ai parlé de l'EBU ADM Renderer, le moteur de rendu de référence. Donc, lui aussi, il est publié en open source. Il est disponible sur GitHub. Il y avait une première librairie qui avait été publiée il y a 1 an et demi en Python. Et puis, depuis le mois de septembre, elle est publiée en C++. Donc, ça veut dire que n'importe quel fabricant de console qui veut mettre un moteur de rendu audio orienté objet, c'est libre. Il le met dans sa console ou il le met dans sa station de travail, son Pro Tools, son Nuendo, son Pyramix. Donc ça aussi, c'est une nouvelle façon de d'écrire un standard, de rédiger, mais vous avez vu le site web et vous avez vu le logiciel de référence en open source. C'est quand même extrêmement différent de ce qu'on a connu avant. Et puis, donc ça, c'est la version C++ qui est publiée. Et pour terminer, pour enfoncer bien le clou, on a pris une station relativement répandue qui est Reaper. Et là, on l'a montré au mois de septembre, mais là, au mois de décembre, on publie toute la suite VST en fait, de plugins audio qui vont permettre de faire de l'audio orienté objet, de l'écouter, de le rendre dans différents formats. Donc c'est là où on pourra choisir d'écouter en 5.1, en binaural, en stéréo, en 22.2, et d'exporter, d'importer des masters ADM. Et là, peut-être vous vous demandez comment on stocke un master audio orienté objet. Et là, je fais un rewind. C'était là.
Voilà, c'est qu'aujourd'hui, quand vous avez des métadonnées à transporter, soit vous utilisez un format privé, qui est celui de Dolby, ou celui de DTS, ou celui de MPEG-H. Alors MPEG-H, c'est assez simple, c'est une des pistes audio de votre master qui va transporter des métadatas. Donc il ne faut pas l'écouter, celle-là. Et puis, en ce qui concerne l'Audio Definition Model, notre version gratuite, effectivement, et open source, on a carrément mis à jour le standard du Broadcast Wave Format. Parce que lui aussi, c'est un standard ITU. Et donc c'est le format Wave, hein, vous savez tous, j'imagine, manipuler des fichiers en point Wave. Si vous respectez la syntaxe du Broadcast Wave Format, vous pouvez injecter des petites métadonnées audio à l'intérieur, et ce sont justement ces métadonnées au format ADM. Donc ça a été aussi mis à jour, et évidemment, tout ce qu'on publie comme logiciel, c'est écrire et lire du BWF avec ces métadonnées. Voilà ce que je peux vous dire. Simplement qu'il y a encore donc 2 sujets super importants qu'il faut finaliser. C'est l'ADM en version série, c'est-à-dire je transmets mon ADM en live de ma console vers mon encodeur. Là, on est en train de se mettre d'accord avec Fraunhofer, Dolby, Qualcomm. Parce que là, c'est pas facile. Il faut qu'ils travaillent avec nous, parce que c'est quand même leur encodeur qu'on utilise à la fin pour envoyer vers tout le monde. Donc la seule chose qui est vraiment pertinente pour un diffuseur, un producteur, c'est de se dire j'ai mon master ADM, et j'ai pas besoin de faire un master Atmos, un master pour MPEG-H, un master pour DTS. J'ai un master ADM et les 3 lisent le même flux de données et encodent dans leur solution. Donc là, on est en train de finir ça sous la forme d'ADM profile. Donc Dolby va dire moi je prends l'ADM profile Dolby où je gère l'ADM profile A et B, mais pas le C parce qu'il y a du HOA et que moi j'aime pas le HOA. Et puis donc la partie sérialisée qui permet de transporter en live les métadonnées. Voilà. Ok. Est-ce que à ce stade vous avez des questions, sachant que comme on n'en a qu'un seul micro, je vais vous demander de parler bien fort et puis on répétera la question pour les gens qui suivent en podcast. Donc allez-y. Avec les standards qui ont été faits pour la diffusion, avec le R128, et après il y avait le service de streaming comme Netflix ou HBO qui détermine leur standard à eux, qui ne veulent pas faire que un service puissant peut imposer le standard à eux, qui privilégie leur service plutôt que suivre une recommandation à vous. Donc une question sur finalement un standard au départ qui est le BU R128 et puis la mainmise de grandes multinationales comme Netflix qui essayent d'adapter cette norme d'une autre manière. Qui veut répondre? Je suis le problème, effectivement. Oui, donc Netflix a décrété. Alors, c'est pas que la R128, c'est la version européenne, effectivement, mais de côté ATSC et côté tout ce qui est régulation du paysage audiovisuel américain est également régulé par la même norme de loudness. Et effectivement, Netflix s'en est affranchi et a décidé que pour leur plateforme, ils utiliseraient d'autres métriques. Après, il y a un problème, c'est qu'on compare des choses qui ne sont pas forcément comparables, dans le sens où le broadcast télé et potentiellement en radio, il est de toute façon pas dans le même usage que... Enfin, on est censé faire passer des pubs, des talk-shows, des dessins animés et aussi des films, alors que Netflix n'a que de la fiction. Donc on peut effectivement penser et les comprendre sur l'envie de se desserrer un peu d'un carcan qu'on a créé pour passer toute la variété des programmes qu'on passe en télé et en radio. Eux, ils n'ont que de la fiction. Donc effectivement, ils n'ont que des créations où potentiellement les ingé-sons vont jouer avec la dynamique, vont jouer avec un niveau de musique qui peut-être est exceptionnel parce que ça raconte quelque chose, ou au contraire des voix chuchotées vraiment en deçà des niveaux sonores auxquels que la télévision impose, parce que nous, on peut écouter la télé en même temps qu'on cuisine ou qu'on se lave les dents. Donc c'est assez évident qu'on ait autant de différences. Là où en revanche je suis moins content vis-à-vis de Netflix, c'est qu'effectivement non seulement ils veulent changer les règles pour, je pense, donc se desserrer des contraintes que met la télévision,
mais par contre, ils imposent d'utiliser un outil de mesure qui est la première génération des outils de mesure. C'est-à-dire qu'ils sont reculés quand même de 5 ans, alors que nous, on avait amélioré l'outil de mesure pour qu'il soit moins facile notamment à pervertir, et qu'on est rendu aujourd'hui sur cette 4e génération d'appareils de mesure de loudness. Et là, je ne sais pas si vous connaissez le marché, mais aujourd'hui, quel est le seul outil qui permet de faire de la mesure de première génération? C'est celui de Dolby. Et Dolby et Netflix habitent quand même pas très loin l'un de l'autre, et ça, je trouve ça assez ouf qu'ils aient rajouté ça. Donc c'est vraiment le point sur lequel je me bats. Je ne comprends pas pourquoi ils veulent un retour à la première génération de l'outil, au-delà d'une espèce de force, de forçage commercial. Mais pour le reste, le fait qu'ils aient envie de desserrer la dynamique, ou de libérer le fait que les dialogues peuvent être placés ailleurs qu'à -24 et KFS, comme c'est le cas aux États-Unis, mais qui peuvent avoir le droit de se promener ailleurs, ma foi, je pense que c'est pour le bien de leurs clients. Donc, si c'est un cauchemar pour les personnes qui mixent, parce que du coup, il y aura le mixage Netflix et le mixage télé, il faut bien payer. Non. Christophe, attends, parce qu'il faut qu'on puisse expliquer aux gens qui suivent par podcast. Donc, Christophe, tu souhaitais aussi intervenir? Juste pour compléter ce que dit Mathieu, qui est déjà exhaustif, c'est Netflix, puisque vous parlez déjà de ça, parce que c'est plus emblématique, va faire des programmes de divertissement et tout, c'est prévu, c'est même annoncé en fait. Donc le fait de sortir un peu de cette norme de régulation qui en général, donc comme l'a dit Mathieu, régule les niveaux. Vous avez toujours l'impression que quand c'est la pub, c'est plus fort. C'est pas que c'est plus fort, c'est juste une question de normes. Mais si vous avez votre fiction qui est au minimum à la version la plus basse possible, et puis la pub qui est à la version maximale autorisée, l'écart entre les deux fait que vous avez l'impression vraiment que la publicité est hyper forte. En fait, c'est l'écart qui est fort entre le mini et le maxi. Netflix n'a pas vraiment cette problématique-là, parce qu'en plus, c'est une diffusion essentiellement streaming, et uniquement en streaming. Donc, et en plus, cross-platform, c'est qu'il faut que ça fonctionne sur un smartphone, sur une tablette, sur un ordi et sur un téléviseur. Donc, déjà, rien que ce concept-là fait que, par exemple, la R128 n'est pas, ça peut pas être vraiment d'actualité en soi. La R128, elle régule, si tant est qu'elle soit suivie, les télés. Donc, les chaînes de télévision, on va dire, classique, c'est pas pour les vieillir, mais enfin si, voilà, les chaînes de télévision un peu plus standard, on va dire. Voilà. Donc on est face à deux problèmes différents. Et puis vous avez pareil avec YouTube. C'est encore autre chose, mais c'est quand même un média de diffusion, qu'on le veuille ou non, que ça nous plaise ou pas, peu importe. Derrière, on a du MPEG-DASH, mais le MPEG-DASH, c'est un code qui est open source et chacun met sa couche applicative perso, propriétaire, et fait en sorte que ce soit tellement encapsulé qu'on n'arrive pas vraiment à rentrer dedans. Donc effectivement, chacun va véhiculer comme il le souhaite ses médias, images et sons. Et effectivement, une norme de régulation qui arrive là-dedans, forcément, ça gêne, c'est obligé. Bah, déjà, le HLS, c'est une sorte de MPEG-DASH, en quelque sorte, version, on va dire, Apple. Donc, de toute façon, on est sur ce principe de streaming. C'est toute la problématique. Il y a juste, moi, j'ai une question à poser rapidement à Mathieu. C'est parce que ça m'intéresse énormément, puisque moi, au départ, je viens de la production audio-musique. C'est sur ce qui est présenté là, orienté objet. C'est si le téléviseur et le système d'amplification du téléviseur de l'utilisateur final doit être en mesure de répondre à l'encodeur pour que l'encodeur s'adapte donc à la diffusion qui est chez vous. Est-ce que ça veut dire que le téléviseur doit être connecté en IP avec une set-top box pour qu'il puisse répondre? Parce qu'actuellement, il ne répond pas.
le téléviseur, la set-top box ne s'adapte pas à mon téléviseur. Elle voit juste que moi j'ai mis un téléviseur pour avoir l'image et le son, mais la set-top box s'en fiche. Pour elle, elle est aveugle, elle ne sait pas qui y a derrière. Elle sait ce qui arrive, mais elle ne sait pas ce qui sort derrière. Donc ça veut dire que ça orienté objet, il me semble du coup que ça veut dire qu'il faut que le téléviseur soit connecté, et ça nous ramène à l'IP, soit bien connecté à set-top box ou pas. C'est la question que j'ai à poser de Candide à Mathieu. Mathieu, alors. Non, dans le signal qu'on véhicule, ici, on a effectivement, je ne vous ai pas représenté, mais on a notamment les valeurs de loudness. C'est-à-dire que pour chaque élément séparé, on a ses valeurs de loudness. Pour chaque élément combiné, on a sa valeur de loudness. Alors effectivement, aujourd'hui, on a des guidelines, notamment en France, où il faut que le niveau des dialogues soit centré autour du niveau moyen du film, ce qui n'est du coup plus le cas chez Netflix, et ce qui est aujourd'hui pose la question quand même de artistiquement, va-t-on devoir faire plusieurs mix ? Mais là encore, je me retourne vers qui paye. Est-ce que c'est Netflix qui paye les 2 mix, ou est-ce que c'est le producteur qui va payer son mix pour Netflix et son mix pour adresser une chaîne de télé? Mais bon, voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de connexion du tout. Il n'y a pas de flèche dans le retour, hein. Il y a vraiment toutes les métadonnées qui sont ici. Et si par exemple, c'est par contre l'avantage des métadonnées, j'ai mon programme 1 qui est à moins 23 et mon programme 2 qui est à moins 27, parce que je sais pas, parce que la version anglaise est plus calme, parce qu'il y a voilà. De toute façon, c'est le récepteur au moment où la personne joue qui va adapter le niveau pour que le programme écouté après le précédent soit écouté avec le même niveau de loudness. Donc on est vraiment sur tous les récepteurs sont intelligents aujourd'hui. Et le player de Netflix ne l'est pas encore à ce niveau-là, mais ça va venir aussi puisque les métadonnées font partie, notamment avec le Dolby Atmos, de leur stratégie. Mais voilà. En tout cas, pour répondre à votre question, ça me semble important de savoir qui va payer pour tous ces mix, mais les télévisions, c'est dans la loi. Donc de toute façon, pour livrer une télévision en France, vous devez respecter la R128. Donc de toute façon, c'est le producteur, il veut diffuser son contenu en France, il devra la respecter, il devra donc remixer. C'est un choix, on l'a sur d'autres aspects. Hein. Est-ce que c'est pas justement le cours orienté objet qui permet de s'affranchir de ça et que c'est le décodeur qui va lui se mettre les voix comme il faut. Si le mixeur il a bien fait son travail et qu'on a tout à moins 23 ou est-ce que si ça passe chez Netflix, ils vont pas passer les voix plus basses ou enfin voilà, est-ce que je pense que ce qui serait intéressant, puisque il me semble, je vois que l'heure approche en fait finalement, et on a pas mal parlé de normalisation de groupes de travail dans l'environnement finalement broadcast, mais on se rend bien compte qu'aujourd'hui l'avenir c'est aussi le monde de l'internet, du streaming, etc. Alors quels seraient les groupes de travail, je dirais, à suivre, et y en a-t-il, et qu'est-ce qu'il faut, oui c'est ça, surveiller pour... Est-ce qu'il y a quelque chose qui régit ce monde, ou est-ce que c'est un monde sauvage sans loi? Le monde est sauvage. Enfin, les standards, on s'y plie ou on s'y plie pas, hein, effectivement. Donc Netflix décide de pas s'y plier ou de ne plus s'y plier, en tout cas, pour des raisons. Voilà, c'est purement politique. Quand on a les moyens d'imposer sa politique, on le tente. Enfin, c'est pas un souci. Derrière, les personnes qui vont rédiger les standards dans le monde du streaming sont les mêmes, de toute façon. À un moment donné, quand il faut rédiger des standards et avoir une expertise et mener des études, voilà, c'est les mêmes universitaires, c'est les mêmes labos de recherche. Simplement, les applications sont différentes, sont peut-être plus variées, plus nombreuses, aussi plus intéressantes. Et les systèmes deviennent plus complexes, puisqu'effectivement, il faut qu'ils s'adaptent à cette variété. Mais aujourd'hui, est-ce qu'effectivement, je peux créer un programme 4 Netflix où je vais avoir un niveau des dialogues différent de mon niveau des musiques, etc. parce que esthétiquement ça va mieux correspondre? La réponse c'est oui, on peut le faire. Maintenant, on va quand même passer 2 fois plus de temps. Il faut quand même le créer, ce 4e mix. Donc, mais oui, c'est possible, effectivement. Et non, plus précisément, ma question c'était, on parle, enfin en tout cas pour la vidéo et aussi pour le mobile, il y a des normalisations, quelles sont-elles, et quelles sont celles qu'il faut surveiller, sur lesquelles il faut se documenter? Le groupe le plus actif, notamment en ce qui concerne les niveaux sonores et l'uniformisation en fonction des modes de réception et de transmission, c'est toujours l'AES. C'est là où notamment on a le maximum d'acteurs américains et quasiment toutes les plateformes sont représentées. On a Amazon, on a Netflix, on a Apple, on a
Hulu, et puis on va retrouver les Spotify. On n'a personne pour Deezer, mais voilà, on a en tout cas plusieurs Tidal et compagnie. Donc là, tout le monde joue sa carte. C'est la foire d'empoigne. C'est assez comique aussi. Du coup, c'est assez lent. Mais ça finit par aboutir à actuellement la recommandation en vigueur, c'est les fameux -16. Tout le monde ne s'y plie pas. Apple est toujours à -13, mais systématiquement, quand vous postez sur Apple, quand vous postez sur iTunes ou sur YouTube, de toute façon, il y a processing derrière par la plateforme pour aligner tout ça. Donc Apple et Tidal utilisent un alignement, notamment pour les albums, par niveau d'album, ce qui fait que quand même vous respectez les différences de niveau qui peuvent exister entre des plages de l'album, mais vous conservez quand même un album dont le volume moyen correspondra au volume moyen de tous les autres albums de la plateforme. Donc on se fait en permanence manipuler son travail, mais l'idée c'est que l'expérience soit la plus fluide possible. Simplement maintenant, si vous changez de plateforme, évidemment, c'est aussi un avantage pour l'exploitant de la plateforme de vous apporter une petite différence et de vous convaincre que chez eux c'est mieux, quoi, effectivement. Ouais, alors, peut-être une dernière question, puis après on va être obligé de rendre l'antenne, entre guillemets. Est-ce que l'ambisonique d'ordre 1, ça serait pas le MP3 de l'espace, et du coup qu'on va se le manger pendant 20 ans en disant ça c'est du son spatial, on va avoir des références qui vont être très limitées, et on va se réveiller un jour en disant ah bah dis donc on aurait mieux fait de faire de l'ordre. Donc question sur on va dire la spatialisation. La chance des ordres supérieurs, notamment dans les HOA 2, 3, 4, c'est qu'effectivement, la plupart des brevets particuliers sur ces solutions-là, qui étaient d'ailleurs essentiellement poussés par Orange, qui était quand même un leader sur le sujet il y a 10 ans, 15 ans, sont tombés. Donc en fait, plus rien ne s'oppose à ce que les GAFA, et notamment les plateformes YouTube et Facebook, s'y mettent. Alors là, il y a un ordre 2 tronqué chez Facebook. Mais on parle d'ordre 3 à très court terme partout, effectivement, pour aller avec la VR. Enfin, tout le monde est convaincu de ça. Après, il faut juste traîner 16 pistes audio, c'est pas si facile. Ouais, mais YouTube suit la demande. Donc aujourd'hui, la plupart tout ce qui est VR reste encore assez pauvre. Ça commence à grandir, mais il faut savoir que le problème de l'expérience, il y a une certaine adéquation. Enfin, avoir un son super défini et une image hyper pixelisée, c'est pas évident. L'un n'étant pas forcément capable de masquer les défauts de l'autre. Par exemple, il y a une étude très intéressante qui est sortie il y a 3 ans sur de la VR justement, où on a mis des gens dans des situations d'écoute de paysages sonores extrêmement immersifs, et on leur a demandé de noter tout ce qu'ils entendaient. Et en moyenne, les panels avaient noté 21 stimuli sonores sur 1 minute. Voilà, j'ai entendu ceci, cela, un train qui passe au loin et tout. Et un autre groupe, on leur a proposé de regarder la même chose avec de l'image, et il n'y avait plus que 7 stimuli sonores consignés. Et quand on a effectivement répété le test dans l'autre sens, on a vraiment confirmé le fait que l'image avait une capacité d'extinction de l'attention du cerveau sur les éléments sonores, parce que ça prenait vraiment beaucoup d'importance. Donc je pense qu'on cherche à équilibrer la définition spatiale. Et aujourd'hui, on sait qu'avoir un flux 4K pour chaque œil, c'est déjà le minimum vital en VR, et on n'y est pas du tout sur YouTube. Donc ça va progresser, à mon avis, en même temps que l'image. Très bien. Alors, je vois qu'effectivement, on a dépassé un petit peu le temps, donc il me reste à vous remercier tous pour votre attention, et merci à Mathieu, merci Christophe d'avoir répondu à mon appel. Je pense qu'on peut vous applaudir encore une fois.